Ces mystères ont débuté comme un jour ordinaire, puis sont devenus une quête sans fin de réponses, tandis que nous tentons de retracer les pas des disparus. Numéro 10. Jennifer Lee Wilson, affectueusement appelée Sydney par ses proches, vivait à Derby, au Kansas, avec une colocataire en 2002. Le duo travaillait ensemble au club de striptease Jezebels, gagnant leur vie comme collègues et colocataires. Le lieu de travail se trouvait à Wichita, au Kansas, qui allait devenir le décor discret d'une dispute et d'une disparition qui allait dérouter amis et famille. C'était le soir du 1er septembre 2002, lorsque la femme de 29 ans terminait juste sa journée de travail. Après avoir terminé son service, une dispute éclata soudainement entre elle et sa colocataire, s'intensifiant rapidement et déclenchant la chaîne d'événements qui allait finalement mener à la disparition de Jennifer. Les deux sont rentrés ensemble à la maison, où la dispute s'est poursuivie, leurs tensions et leurs conflits non résolus, les suivant du lieu de travail jusqu'à leur appartement. C'est ici, dans les environs de la 143e rue Est et de la 63e rue Sud, à Derby, Kansas, que Jennifer a été vue pour la dernière fois. La colocataire a été la dernière à la voir avant qu'elle ne quitte soudainement l'appartement dans la nuit. Plus tard dans la nuit, elle est revenue et a découvert que Jennifer était partie. Cependant, toutes ces affaires étaient restées à leur place, intactes et en attente, comme si elles pouvaient revenir à tout moment. La mère de Jennifer a signalé sa disparition à la police, déclenchant une enquête qui révéla plusieurs versions contradictoires. La colocataire de Jennifer aurait donné différentes versions des faits. Elle a dit que Jennifer avait déménagé à Kansas City et retiré de l'argent de son compte. Deux versions différentes ont aussi circulé sur Sydney. Les enquêteurs n'ont pu vérifier aucune affirmation. La colocataire n'a pas été désignée comme suspecte. Les autorités pensent qu'un acte criminel est lié à la disparition. Jennifer a été décrite comme une femme caucasienne aux cheveux roux ou auburn et aux yeux bleus. Elle mesure entre 1,65 m et 1,75 m. Au moment de sa disparition, elle pesait environ 57 kg. Jennifer aurait plusieurs cicatrices, dont une sur le dos près de la taille, une sous le menton et une autre sur le dos due à l'ablation d'un grain de beauté. Elle porte des lentilles de contact et chausse du 38. Jennifer est connue pour porter une bague en or à l'index gauche et une autre à l'annulaire droit. On ignore sa tenue au moment de sa disparition, même si elle portait souvent des sweatshirts et des casquettes de baseball. Les informations concernant cette affaire de disparition peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Sedgwick au 316 660 5300. Les informations anonymes peuvent également être soumises en ligne au FBI. Le numéro de dossier de l'agence est 04S 327 numéro 9. Daniel Harold Muscheller était encore adolescent quand il est parti à la guerre. À seulement 17 ans, il a rejoint le corps des Marines des États-Unis et a servi en première ligne pendant la guerre du Vietnam. L'expérience d'être si jeune et de affronter les combats l'a changé à jamais. À son retour à Saginaw, Michigan, en 1970, Daniel a décrit les horreurs vécues au combat. Sa famille a affirmé qu'il n'a jamais été le même. Le jour de Noël à Algérie, Michigan, ils se sont dit au revoir, ignorant que ce serait peut-être la dernière fois. Ce n'était pas inhabituel pour l'homme de 31 ans, surnommé Spider-Man, de perdre le contact avec sa famille. Il savait qu'il souffrait mentalement et se retirait souvent de la vie publique. Cependant, en février 1982, ils se sont rendus compte que Daniel n'avait pas réclamé son chèque d'invalidité et ils se sont immédiatement inquiétés. Il dépendait de ce chèque pour survivre, apparemment sa seule source de revenus à l'époque. Sa famille l'a immédiatement signalé comme disparu au service de police local, mais aucun détail concernant une enquête sur la disparition de l'ancien combattant n'a été divulgué. La date officielle de la disparition de Daniel est le 1er février 1982, bien que la date exacte du dernier contact soit inconnue. Selon ses proches, notamment sa sœur, Charlotte Hardy, Daniel était drôle, extraverti, attentionné et aimant, une personnalité qui a été effacée par la guerre. Selon elle, la famille a fouillé tout Saginaw mais n'a trouvé aucune trace du disparu. Daniel n'a laissé aucun indice, aucune note, aucune explication et beaucoup de questions sans réponse. Lors de sa disparition, Daniel avait de longs cheveux auburn, une barbe fournie et des yeux marrons. Il mesurait 1,88 m et pesait environ 90 kg. Il a un tatouage sur l'avant-bras droit où il est écrit « Corps des Marines numéro 2, 40376 ». Toute information concernant l'endroit où se trouve cet homme disparu peut être transmise au service de police de Saginaw au 980 9 759 1255. Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme étant 262 382. Numéro 8.
À l'âge de 16 ans, Judith Ramona Valoz a quitté la maison familiale dans le Bronx pour s'installer à Edgewater, dans le New Jersey. Malgré son jeune âge, elle s'est adaptée à un nouvel environnement et a travaillé pour subvenir à ses besoins. Elle a gardé un emploi dans l'ouest de Manhattan, faisant régulièrement la navette entre le New Jersey et New York pour remplir ses responsabilités. 3 ans plus tard, en 1993, à l'âge de 19 ans, elle a donné naissance à une fille alors qu'elle vivait dans une maison sur River Road. Ce serait cette même année que Judith deviendrait le sujet d'une affaire inexplicable qui a inquiété la communauté. Les événements qui se sont déroulés en 1993 allaient changer sa vie et celle de son entourage. Cette année-là, la jeune mère a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois dans le quartier de la 30e rue, entre la 10e et la 11e avenue, à Manhattan, New York, le 3 mars 1993. Elle n'est jamais rentrée chez elle et n'a pris contact avec personne. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Sans trace ni indice sur ce qui s'était passé, l'affaire est restée sans suite et le nom de Judith a été oublié parmi des milliers d'autres. Cependant, en 2022, son dossier a refait surface lorsque la Task Force d'enquête sur les homicides de Gilgo Beach a téléchargé le profil de Judith dans la base de données NamUs. La décision a été prise après que les enquêteurs ont appris que Rex Heuermann, responsable des décès de 3 femmes dans l'affaire de Gilgo Beach, avait rencontré plusieurs de ses victimes à New York. Les autorités ne confirment pas si elles pensent qu'elle a été victime de ce crime, et aucune personne d'intérêt ou suspect n'a été nommée dans la disparition de Judith. Les circonstances entourant son affaire restent inconnues, et elle a été classée comme disparue en danger. Judith Veloz a été décrite comme une femme hispanique aux cheveux naturellement bruns et aux yeux noisettes. Au moment de sa disparition, ses cheveux avaient été teints en blond décoloré. Elle mesurait 1,63 m et pesait environ 50 kg à l'époque. On dit qu'elle a un tatouage sur la cuisse droite représentant une femme appuyée contre un lampadaire. Elle était connue pour utiliser le pseudonyme Aries Jones au moment de sa disparition. Judith aurait 52 ans cette année. Les proches ont créé un groupe Facebook en mémoire de Judith Ramona Valoz pour diffuser des nouvelles sur la femme disparue. Elle est décrite comme une sœur aimante et une mère attentionnée, dévouée à sa famille. Jamais elle n'aurait abandonné les siens, ni sa fille adorée. Les enquêteurs encouragent toute personne ayant des informations sur cette affaire à contacter la police de l'État de New York, quartier général de la troupe L, au 631 756 3300. Les infos sur Judith ont été ajoutées au réseau d'eau. Numéro 7. Selon ses proches, Bruce Maxwillow était très pointilleux sur sa façon de s'habiller et sur son apparence. Il a toujours voulu être à son avantage et faire bonne impression, prenant soin de bien se présenter en public. Il a de l'expérience comme cuisinier et barman, ce qui lui permet de rencontrer beaucoup de personnes. Pendant son temps libre, il joue parfois au bingo, devenu un passe-temps régulier. Bruce a toujours préféré un mode de vie nomade, explorant sans jamais rester longtemps au même endroit. Il déménageait fréquemment, passant des États-Unis au Canada, se faisant de nombreux amis en chemin et gardant des liens partout où il allait. Ce mode de vie convenait à Bruce, qui aimait rencontrer de nouvelles personnes et découvrir diverses communautés. Chaque déménagement lui faisait quitter des amis, mais il restait ouvert à de nouvelles expériences et gardait toujours contact, où qu'il aille. Cela a été le cas jusqu'au 5 février 1991. Ce jour-là, vers 1h15, on a vu pour la dernière fois le trentenaire près de l'intersection de Sheridan Avenue et de la 14e rue à Elmira Heights, New York. Personne ne l'a revu et personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Bruce aurait vécu à Big Flats, New York avant sa disparition. On savait qu'il jouait au bingo dans la région et qu'il fréquentait les bars et clubs locaux. Lorsque Bruce a disparu, il a laissé toutes ses affaires. Il n'avait ni vêtements de rechange, ni beaucoup d'argent. On ignorait qu'il avait sur lui des objets permettant son identification. Ses proches ont jugé l'absence de vêtements de rechange très inhabituelle pour Bruce. Il ne mettait pas n'importe quoi. Il était très pointilleux sur ce qu'il portait, ce qui rendait inhabituel pour lui de laisser ses vêtements derrière lui. Bruce Maxwillow a été décrit comme un homme caucasien aux cheveux bruns et aux yeux verts. Au moment de sa disparition, il mesurait 1,85 m et pesait environ 68 kg. À l'époque, ses cheveux étaient coupés courts. Aujourd'hui, l'homme disparu aurait 65 ans. Son dossier est toujours en cours, les autorités attendant ce renseignement, qui devrait enfin clore ce mystère vieux de décennies. Les informations concernant la localisation de cette personne disparue peuvent être transmises au quartier général de l'unité E de la police de l'État de New York au 58 5300 80 18
4100 tailles. Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme EOR 91195. De plus, les personnes ayant des informations peuvent contacter la police de l'État de New York au 607 739 8000 792 Numéro 6. Jerry Francis Yell, âgée de 54 ans, était une ancienne résidente de Hopkins, Montana, et en 1994, elle vivait à Oklahoma City, Oklahoma. On ignore presque tout de sa vie privée ou de son passé. Son histoire commence le 14 septembre 1994, lorsqu'elle a quitté Oklahoma City pour rendre visite à sa tante à Ardmore, Oklahoma. Pendant sa visite chez sa tante, Jerry a indiqué qu'elle voulait organiser un garde-meuble à Lone Grove. Elle a quitté la maison de sa tante, est allée au garde-meuble, puis a rejoint une amie aussi à Ardmore. Elle a dit à son amie qu'elle comptait retourner au garde-meuble à Lone Grove pour régler des affaires, puis rentrer chez elle. Jerry, cependant, ne rentra jamais chez elle. Après avoir quitté la maison de son amie ce jour-là, elle disparut sans laisser de traces. Quelques jours après sa disparition, le véhicule de la femme a été retrouvé. Elle conduisait une Lincoln Mark VI blanche de 1989 qui a été retrouvée abandonnée sur le parking du Walmart, rue North Commerce, à Ardmore. Le véhicule et son emplacement n'ont donné aucun indice sur la localisation de Jerry. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal dans ou autour du véhicule non plus, ce qui n'a fait qu'accroître la confusion des enquêteurs et de sa famille. L'absence d'indices n'a laissé aucune marge de progression dans l'affaire, et elle a rapidement été classée parmi les affaires non résolues, en attendant qu'une petite information permette aux enquêteurs d'y revenir. Sa famille et ceux qui tenaient à elle continuaient d'espérer des réponses, mais le passage du temps rendait la situation encore plus difficile. La femme disparue était décrite comme une femme caucasienne aux cheveux bruns et aux yeux verts. Elle mesure 1,57 m et pèse environ 52 kg. Ses deux oreilles sont percées. Ces informations ont été transmises aux autorités et au public pour que quelqu'un la reconnaisse ou se souvienne de l'avoir vue. Jerry Yell a été vue pour la dernière fois avec un t-shirt blanc à manches courtes, peut-être orné du logo Dr Pepper. Le t-shirt était assorti à un jean bleu, une bague en diamant et une montre. Elle portait aussi d'autres grosses bagues, mais on ignore si elle les portait le jour de sa disparition. Les informations concernant sa localisation peuvent être transmises au service de police d'Ardmore au 580-223-1212. Le numéro de dossier de l'agence est 94030259. Son affaire n'est toujours pas résolue. Jerry avait 54 ans lorsqu'elle a disparu, et aujourd'hui, elle aurait 86 ans. Numéro 5. En 1995, Rory Neal Shoemaker a fait des plans pour déménager avec sa mère dans le Montana. Il voulait quitter Everett, dans l'État de Washington, pour une vie meilleure à plusieurs heures de là. La décision de quitter Everett n'a pas été prise à la légère, car cela signifiait abandonner une communauté familière et tout recommencer à zéro. Au 1er septembre de cette année, l'homme de 34 ans avait déjà fait ses valises, prêt pour le déménagement. Il avait organisé ses affaires et pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une transition en douceur pour lui et sa mère. Il a choisi de rester une nuit de plus pour dire au revoir à ses amis avant le déménagement et profiter encore de leur compagnie. Ce jour-là, il a été vu pour la dernière fois quittant la maison de ses parents à Everett avant de partir retrouver ses amis. Il voulait partager un dernier souvenir avant de partir dans un autre état. Mais cette nuit-là, ce fut la dernière fois qu'on le vit. Ils s'étaient tous donné rendez-vous au Red Bridge Campground, à l'est de Granite Falls, dans la forêt nationale du Mont Baker, Snoqualmie. Il est monté dans sa Datsun 210, blanche à deux portes, de 1979 immatriculée, dans l'État de Washington sous le numéro 205 AKX. Le véhicule avait une bosse sur l'aile avant gauche et une fissure en toile d'araignée sur le pare-brise. L'un des sièges avait un motif à carreaux noir et blanc. Ses amis sont venus un par un, mais à la fin, il manquait quelqu'un au groupe. Rory n'est pas venu au camping et personne ne l'a vu ni entendu parler de lui depuis. Ni Rory ni sa Datsun n'ont jamais été retrouvés. Selon ses proches, il n'est pas dans ses habitudes de disparaître sans prévenir. Même lorsqu'il partait pour de longues excursions, il trouvait toujours un moyen de contacter sa famille. Rory est décrit comme un homme caucasien aux cheveux bruns et aux yeux verts. Il mesure 1,73 m et pèse environ 109 kg. Il aurait été vu pour la dernière fois avec une chemise grise à manches courtes, un jean bleu, des baskets noires et une casquette de baseball rouge. Toute information concernant sa localisation ou les circonstances entourant sa disparition peut être transmise au bureau du shérif du comté de Snohomish au 425 383 839.
Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme 9515757. Numéro 4. En 1998, Whitney Patrice Reddick vivait avec un colocataire à Stone Mountain, en Géorgie. À l'époque, elle travaillait comme assistante de bureau chez Harry Normal Realtors à Buckhead. Elle aspirait à devenir actrice. Ses proches la décrivent comme une personne très fiable et responsable qui ne serait jamais partie sans prévenir. Pourtant, c'est ce qui allait se produire à la fin du mois d'avril 1998. Le 19 avril, la jeune femme de 26 ans conduisait son véhicule lorsqu'elle a eu un grave accident de voiture qui a laissé son véhicule dans un état irréparable. Les ambulances sont arrivées, mais Whitney a refusé les soins. On pense qu'elle aurait pu avoir une blessure à la tête. Après cette épreuve, elle a parlé à son père, qui a ensuite déclaré qu'elle semblait désorientée. 3 jours après, Whitney disparaîtrait. C'était le 22 avril vers 21h, lorsqu'elle est arrivée chez son petit ami, dans le complexe d'appartements High Point, sur Young Road, à Litonia, en Géorgie. Elle lui a rendu visite pendant environ 30 minutes, repartant vers 21h30 ce soir-là, vraisemblablement pour rentrer chez elle. Selon son petit ami, ils se sont dit au revoir et elle est repartie. Whitney conduisait une voiture de location d'Enterprise car son véhicule était gravement endommagé. C'était une Géoprisme 1997 gris lavande à 4 portes avec la plaque de Géorgie 345 HZE. Dans les jours suivants, la jeune femme n'est pas allée travailler ni contacter sa famille. Ce manque soudain de communication ne lui ressemblait pas car Whitney était connue pour être très fiable et responsable, restant toujours en contact avec ses proches et ne manquant jamais le travail sans explication. Whitney a été déclarée disparue au commissariat local, déclenchant une enquête immédiate. Les autorités ont aussitôt lancé des recherches, recueilli des témoignages proches de Whitney et tenté de retracer ses derniers déplacements. Lors de l'enquête, les autorités ont découvert qu'elle avait eu un accident de voiture quelques jours auparavant, refusé l'aide médicale et que son père pensait qu'elle avait une blessure à la tête et paraissait désorientée. Les autorités craignaient que Whitney désorientée soit entrée dans des zones non balisées. L'enquête n'a révélé aucune preuve d'acte criminel. Aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été désigné dans cette affaire. Ni Whitney ni la Géoprisme n'ont jamais été retrouvés. Elle est décrite comme une Afro-américaine aux cheveux noirs et yeux marrons. Elle mesure 1,57 m et pesait environ 54 kg lorsqu'elle a disparu. On ne sait pas ce qu'elle portait au moment de sa disparition. Toute information concernant sa localisation ou les circonstances entourant sa disparition peut être transmise au service de police du comté de DeKalb au 77 07 2477 10. Les enquêteurs recherchent également toute information concernant le véhicule portant la plaque d'immatriculation 345 HZE. Numéro 3. Blaine Carlector, âgé de 30 ans, est un résident de Milford dans le comté de Hillsborough, au New Hampshire. C'est un homme marié avec 2 enfants. Son frère, Wade Hector, était spécialiste dans la garde nationale du New Hampshire et a été impliqué dans un accident de camion mortel en Arabie Saoudite en 1991. Suite à cette tragédie, on dit que Blaine est tombé en dépression et a abandonné l'université par la suite. Le 24 décembre 2001, Blaine s'est rendu chez son père pour lui montrer une voiture d'occasion qu'il envisageait d'acheter. Les plans ont échoué quand la police est arrivée chez le père de Blaine. Apparemment, le concessionnaire automobile avait contacté la police et signalé la voiture comme volée, mais les détails exacts de cet événement n'ont pas été divulgués. À l'arrivée de la police, Blaine s'est enfui dans les bois derrière la maison de son père. Personne ne l'a vu ni entendu parler de lui depuis. Beaucoup pensaient qu'il reviendrait auprès de sa famille le lendemain pour Noël. Ils pensaient qu'il n'avait pas l'habitude de ne pas se présenter à eux. Dans les jours suivants, les forces de l'ordre et la police d'État ont tout essayé pour retrouver Blaine. Cela incluait des recherches au sol, des hélicoptères et des unités cynophiles. Aucun nouvel indice sur sa localisation n'a été trouvé. 3 ans plus tard, en 2004, le père de Blaine est décédé. Il n'a jamais su ce qui était arrivé à son fils. Des policiers ont assisté aux funérailles, espérant que l'homme disparu viendrait. Curieusement, il n'a pas assisté aux funérailles. Il n'y a eu aucune activité sur son compte bancaire ni sur son numéro de sécurité sociale, ce qui amène sa famille à croire qu'il pourrait vivre dans un autre pays, possiblement au Canada. Blaine fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le comté de Sullivan pour des raisons non précisées. Les autorités ne savent pas s'il s'est caché pour éviter l'arrestation. Sa femme a divorcé de lui pour cause d'abandon. Blaine est parti à pied dans les bois. Il n'a pas de transport et dépend sûrement de l'autostop ou des transports en commun. L'homme disparu est décrit comme caucasien, cheveux et yeux bruns. Il mesure 1,88 m, pesait 86 kg au moment des faits.
a une cicatrice à l'abdomen et un grain de beauté sur la cuisse gauche. Vue pour la dernière fois avec un manteau militaire noir, un chapeau vert et des bottes. Toute information concernant la localisation de Blaine Hector peut être transmise au service de police de Cornish au 600 3500 43 0 535 ou à la police d'État du New Hampshire au 603 223 3 et 1856. Numéro 2. Née le 12 juillet 1977, Brandy Nicole Wilson était résidente de Colfax, dans l'Indiana. En 2002, la jeune femme de 24 ans vivait avec son mari, Kenneth Wilson, et leurs 2 fils dans la région rurale de Colfax. Elle était employée chez Donaldson Company à Frankfort, dans l'Indiana, où elle travaillait à différents horaires pour l'établissement. Avant leur mariage, Kenneth avait purgé une peine de 10 ans de prison après avoir été inculpé pour le vol ayant coûté la vie à une personne âgée. Reconnu coupable de vol dans un accord de plaidoyer, il a évité les charges d'homicide. En 2002, le couple aurait commencé à rencontrer des problèmes conjugaux, ce qui a placé Kenneth parmi les suspects lorsque sa femme a soudainement disparu sans avertissement. Le matin du 4 juin 2002, Kenneth est rentré chez lui après son service de nuit à son lieu de travail. Il s'est couché dès son arrivée et s'est réveillé vers 14 h. Selon lui, à ce moment-là, Brandy était déjà partie, mais leurs 2 véhicules étaient restés intacts devant la maison. Il manquait aux résidents de Westshire 600 South la somme de $420 en espèces que Kenneth a réalisé faisait partie de leur fonds d'urgence. Le sac de Brandy et ses alliances étaient restés sur place. Elle devait se présenter à l'usine Donaldson avant 16 h ce jour-là, mais n'est jamais arrivée. 4 des collègues de Brandy étaient naturellement inquiets et l'ont signalé disparue le jour même. La femme disparue avait dit à ses collègues que son mariage connaissait des problèmes et que si elle disparaissait, son mari pourrait être responsable. Kenneth a attendu jusqu'au lendemain avant de contacter les autorités pour signaler la disparition. Il a dit avoir d'abord contacté des amis de Brandy pour savoir si l'un d'eux connaissait sa localisation. La mère de Brandy, Pam, est convaincue que sa fille ne disparaîtrait jamais volontairement. Elle ne quitterait jamais volontaire ses enfants. À l'époque, les 2 enfants vivaient chez les parents de Kenneth pendant que le couple tentait de régler leurs problèmes. Le fait que la femme disparue n'ait rien emporté avec elle, ni vêtements ni véhicules, renforçait l'idée d'une disparition non volontaire, laissant les enquêteurs perplexes quant à la façon dont elle était partie. Aucun des voisins ne l'a vue monter dans une voiture avec quelqu'un, ni marcher dans le quartier. Les détectives ont interrogé Kenneth, ses amis et collègues. Le mari n'a pu fournir aucun indice utile à l'enquête, et les amis ont indiqué qu'ils ne pensaient pas qu'elle serait partie d'elle-même. Mais ils ne pouvaient même pas commencer à deviner ce qui lui était arrivé. L'un d'eux a affirmé avoir déjeuné avec elle une semaine plus tôt, notant que Brandy semblait nerveuse et tendue pendant le repas. D'abord, les enquêteurs croyaient que Brandy était partie sans prévenir son mari. Mais plus tard, ils ont suspecté un acte criminel. Le week-end, des pompiers volontaires ont aidé les adjoints du bureau du shérif du comté de Clinton à rechercher la femme disparue. Les recherches dans plusieurs zones de Colfax n'ont apparemment rien donné. Des hélicoptères avec caméras thermiques ont fouillé la zone sans résultat. Les plongeurs des comtés de Carroll et de Tippecanoe ont passé plusieurs heures dans une fosse d'eau située à l'extérieur de Colfax. Là encore, rien n'a été trouvé. Amis et famille ont distribué des affiches de disparition dans Frankfort, espérant qu'on la reconnaisse. Les enquêteurs ont reçu plusieurs témoignages de personnes pensant avoir vu Brandy après sa disparition, mais ils étaient vagues et difficiles à vérifier. Pam a dit qu'elle ne pensait pas Kenneth capable de nuire à Brandy, mais son passé trouble l'inquiétait quant à son rôle dans les événements avec sa fille. Kenneth n'a été désigné ni personne d'intérêt ni suspect dans cette affaire. Brandy Wilson a été décrite comme une femme caucasienne, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Elle mesure 1,35 m et pèse environ 61 kg. Ses oreilles sont percées et elle a un tatouage de fleurs sur la poitrine gauche. Elle a une cicatrice circulaire à l'arrière du cou et il lui arrive de porter des lunettes. Brandy. Le nom de jeune fille de Brandy était Emma. Aujourd'hui, elle aurait 48 ans. Son affaire n'est toujours pas résolue. Les informations concernant la localisation ou les circonstances de la disparition de cette personne peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Clinton au 765 600 54 5000 563 ou à la ligne de signalement du comté de Clinton au 765 600 56 TIPS. Le numéro de dossier de l'agence est indiqué comme 020602826. Numéro 1. Joyce Lee Kennedy, née le 28 mars 1933, travaillait comme agente de billetterie à l'aéroport SeaTac de Seattle, dans l'État de Washington.
Son lieu de travail allait devenir le décor inattendu d'une disparition inhabituelle qui eut lieu le 20 mars 1978. Ce jour-là, Joyce vaquait à ses occupations comme d'habitude jusqu'à la fin de son service plus tard dans la matinée. Elle a quitté son comptoir à la fin de son service et n'a plus jamais été vue ou entendue. Le jour de sa disparition, Joyce devait rencontrer son ex-mari, John Thomas O'Keefe, le second, qui lui devait de l'argent. Leur relation, terminée 2 ans plus tôt, avait été marquée par des accusations de violence domestique. Joyce avait sollicité la présence de son frère Jack Sparks pour l'accompagner à la rencontre, mais les circonstances l'en ont empêché. Joyce s'est donc retrouvée seule pour rencontrer John, un fait qui a inquiété sa famille et ses amis. Lorsque Joyce ne s'est pas présentée à son prochain service et que personne n'avait eu de ses nouvelles, l'inquiétude s'est rapidement transformée en alarme. Les autorités sont intervenues après le signalement de son absence par la compagnie aérienne. L'incertitude de sa disparition a laissé ses proches avec de nombreuses questions, tandis que les spéculations ont augmenté avec le temps. Quand la femme de 44 ans ne s'est pas présentée à son prochain service, les responsables de Pan American ont signalé sa disparition à la police locale. 2 jours plus tard, les enquêteurs retrouveraient son véhicule. Il avait été abandonné sur le parking visiteur de l'aéroport. Toutes les portes étaient ouvertes. Son sac à main et ses clés étaient sur le siège avant, sans signe de lutte. Mais Joyce restait introuvable. Le jour de sa disparition, la femme devait retrouver un homme nommé Jean Thomas O'Keefe, connu de la plupart sous le nom de Jack. Jean était l'ex-mari de Joyce et la raison de leur rencontre était qu'il devait lui rembourser la dette qu'il lui devait. Le couple avait été marié pendant 4 ans, de 1972 à 1976. Il semble qu'il y ait eu de la violence domestique dans leur relation. C'est à cause de cette histoire que Joyce a décidé d'impliquer son frère Jack Sparks dans l'arrangement. Il devait l'accompagner à la rencontre avec son ex-mari ce soir-là, après sa garde de nuit. Sparks, cependant, n'était pas disponible, obligeant Joyce à retrouver John seul. La famille et les amis pensaient un peu qu'il était impliqué dans la disparition, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve. Il n'a jamais été considéré comme suspect ou personne d'intérêt. La première hypothèse est que John a mis la voiture dans la zone visiteur pour faire croire que Joyce était encore absente. Cependant, les agents n'ont trouvé aucune preuve de sa présence dans le véhicule ou de son déplacement par quelqu'un. Le lieu où se trouve Joyce Kennedy et les circonstances entourant sa disparition restent inconnus. Un acte criminel est soupçonné dans cette affaire, mais aucune inculpation n'a été prononcée concernant la disparition. Joyce est une femme caucasienne aux cheveux roux et yeux bleus. Elle mesure 1,60 m et pèse environ 61 kg. Vue pour la dernière fois à son travail, elle portait un pantalon beige, un chemisier rouge et une bague en or gravée « Amour » sertie de diamants. Elle porte souvent des lunettes et peut utiliser le nom O'Keefe. Les informations concernant la disparition de Joyce Kennedy peuvent être transmises au service de police du port de Seattle, au 20 6787 540.